Le ministre des Enseignements secondaires, en collaboration avec le Minpostel, la CRTV, l'UNESCO et l'UNICEF, a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par des enseignants de qualité. Pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des Enseignements secondaires sous la supervision du professeur Pauline Nalova-Lyonga en collaboration avec le ministre des Postes et Télécommunications, la CRTV, l'UNESCO et l'UNICEF. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnel auquel vous êtes tous habitués. Dans le mode d'enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toute question ou réponse à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme. Nalova-Lyonga, ministre des Enseignements secondaires. Bien, chers élèves, bonjour. Je suis M. Geoffard Bertin, enseignant de philosophie. Et nous allons travailler ensemble sur le programme de philosophie de première littéraire. Alors, rapidement, je vais donner le sommaire de notre programme qui comporte en session introductive une introduction, des compétences à développer, le contrôle des prérequis et la consolidation. Alors, en guise d'introduction, nous nous demandons simplement de quoi est-il question dans ce programme. Autrement dit, quels sont les éléments constitutifs de notre programme. Et nous disons qu'il s'agit que notre programme comporte deux grands modules. Le premier module, intitulé « La philosophie », comporte 11 séquences. La première est intitulée « La philosophie africaine ». La deuxième est intitulée « La consolidation des acquis de la méthodologie de la dissertation philosophique ». La troisième, « Consolidation des acquis de la méthodologie du commentaire philosophique de texte ». La quatrième, « Conscience et inconscient », suivie de « Personnalité et personne », « Autrui », la morale. Et je rappelle que ces premières séquences ont déjà été vues et nous allons continuer avec le droit et la justice. Et c'est cette séquence qui va particulièrement nous préoccuper. Mais avant d'y arriver, nous continuons en disant que la 9e séquence est intitulée « La violence », la 10e « L'État et le pouvoir », et la dernière, c'est-à-dire la 11e, conscientisme, panafricanisme et développement de l'Afrique. Pour ce qui est du deuxième module, à savoir la logique, il se décline en un seul chapitre, à savoir le raisonnement. Alors, venons maintenant aux compétences à développer tout au long de notre parcours. Il s'agit premièrement de manifester une citoyenneté moralement et socialement intègre. Il s'agit ensuite de vivre en parfaite harmonie avec son entourage. Et il s'agit finalement d'œuvrer pour la construction et la consolidation d'un mieux vivre ensemble. Alors, vérifions avant de continuer quelques prérequis. Alors, nous allons nous poser simplement la question de savoir quelles sont les exigences de la vie en société et quelles sont les qualités d'un bon citoyen. Autrement dit, pour mieux construire notre réflexion, nous devons connaître les exigences de la vie en société et nous devons connaître les qualités d'un bon citoyen. Bon, bien évidemment, on sait que la vie en société repose toujours sur le respect d'un certain nombre de valeurs, d'un certain nombre de principes, d'un certain nombre de règles. Et on sait aussi qu'un bon citoyen, un parfait citoyen, c'est celui-là justement qui respecte correctement les principes du vivre
ensemble. En guise donc de consolidation, alors nous posons la question suivante. Comment faire pour être un homme intègre en société? D'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour être considéré comme un être intègre dans la société? Oui, j'attends vos réponses. Je vous donne quelques instants de réflexion, de méditation. Et vous me proposez, si possible, vos réponses. Oui, votre camarade nous fait comprendre que pour être un homme intègre dans la société, il faut être juste. Oui, il faut être honnête. Donc l'honnêteté, la justice, le droit, etc. sont des valeurs qu'il faut promouvoir pour être considéré comme un homme intègre dans la société. Cela étant dit, présentons maintenant les leçons qui constituent cette séquence de droit et justice. La première leçon est intitulée « Définition des concepts ». C'est celle qui va nous intéresser aujourd'hui. La deuxième leçon est intitulée « Fondement du droit ». La troisième, « Droit et force ». La quatrième, « Justice et égalité ». Et la cinquième, « Des formes de justice à l'idée absolue de justice ». Cela nous amène donc à la leçon du jour. Leçon numéro 1. Elle est intitulée « Définition des concepts de droit et de justice ». Commençons, comme nous avons l'habitude de le faire, par décliner la situation problème. Alors, autour de nous, autour de vous, bien de personnes revendiquent leurs droits et exigent en toutes circonstances que justice leur soit rendue. Cependant, bon nombre ignorent la signification profonde de ces concepts de droit et de justice. Nous avons donc là un problème. Les gens revendiquent des droits, les gens exigent que justice soit rendue, mais lorsqu'on veut leur poser la question de savoir en réalité de quoi est-il véritablement question, c'est quoi le droit et la justice, on sent qu'il y a une méconnaissance de ces deux concepts. Alors, cela nous amène aux compétences que nous voulons vous faire acquérir tout au long de cette leçon. Alors, nous disons que cette leçon te permettra, toi, cher apprenant, d'un, de saisir la signification des concepts de droit et de justice. C'est quoi le droit et c'est quoi la justice? De deux, d'être un citoyen conscient de ses droits et de ses devoirs. Parce qu'on sait que généralement les gens revendiquent des droits, mais personne n'est prêt à faire ses devoirs. Et finalement, il s'agit de faire de vous des êtres capables de contribuer efficacement à un meilleur vivre ensemble. Alors, cela nous amène donc à la problématique de notre leçon. Et nous allons simplement nous poser la question suivante. Quelle signification revêtent les concepts de droit et de justice? Quelle signification? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'entend-on par droit et qu'entend-on par justice? Alors, nous ne pouvons pas y aller sans vérifier qu'un certain nombre de prérequis sont mis en place. Alors, nous vous posons donc la question suivante. Comment, selon toi, devrait se comporter un homme droit et juste? Je reprends pour vous qui êtes à la maison. Comment, selon toi, devrait se comporter un homme droit et juste? Je vous donne quelques instants de réflexion et j'attends votre réponse. Oui, c'est-à-dire que pour qu'on dise de quelqu'un qu'il est juste, qu'il est droit, quel type de comportement devrait-il avoir? Oui, j'ai la première réponse de votre camarade qui nous dit qu'un homme droit et juste, c'est un homme sérieux. Très bien. Est-ce tout? Oui, quelqu'un d'autre nous fait comprendre là au fond qu'un homme droit et juste, c'est un homme honnête. Ça veut dire qu'il se caractérise par l'honnêteté. Oui, une troisième réponse qui nous dit qu'il s'agit d'un homme véridique. Oui, à tout cela, toutes ces bonnes réponses que vous avez données, on peut maintenant ajouter qu'un homme droit et juste, c'est aussi cet homme-là qui est respectueux
des personnes autour de lui et qui est respectueux de leurs biens. Mais c'est aussi cet homme-là qui est respectueux des lois de la société. Ceci étant dit, nous passons donc au plan de notre leçon du jour, qui comportera bien évidemment une introduction, la définition du droit, la définition de la justice. Nous allons ensuite établir un rapport entre ces deux concepts de droit et de justice. Quel est le rapport qu'il y a entre le droit et la justice? Nous allons finir par quelque chose à retenir et puis, bien évidemment, quelques citations utiles et des questions d'évaluation. En guise d'introduction, deux choses nous préoccupent. D'abord, comprendre la signification des concepts de droit et de justice, comprendre la signification des concepts de droit et de justice, et ensuite saisir le rapport qui existe entre le droit et la justice. Quelle est la nature des rapports qui président entre le concept de droit et de justice? Alors, sans plus tarder, commençons par la définition du premier concept, à savoir le concept de droit. Qu'est-ce que le droit? Nous nous posons cette question. Et pour mieux y répondre, je vous l'ai toujours dit, la meilleure façon de définir un concept, c'est de passer par son étymologie. Nous allons donc commencer par l'étymologie du mot droit. Celle-là qui nous fait comprendre que le mot droit vient du latin directus. Par ce mot, les latins veulent nous faire comprendre que ce qui est droit, c'est ce qui est conforme à une direction établie, ce qui ne se dévie pas de la trajectoire, bref, ce qui est de façon rectiligne et qui épouse les contours d'une règle bien établie. Alors cela nous amène donc à voir ce que, sur le plan moral, on peut saisir comme le sens du droit. Alors ici, donc, sur le plan moral, le droit se décline comme une norme. Chez les Grecs, norme, nomos, signifie principe, signifie règle. Donc, le droit se décline comme une norme et en tant que norme, il fait appel aux notions de droiture, de rectitude, d'impartialité, mais aussi et surtout de vérité, d'honnêteté, de franchise. Alors, maintenant sur le plan politique, qu'est-ce que le droit? Qu'est-ce que du point de vue politique, on doit entendre par droit? Ici, le mot droit, le droit se donne comme un ensemble de règles, de conduite de l'homme au sein de la société, un ensemble de règles de conduite. C'est très important, il faut souligner ça, ce groupe nominal, règles de conduite de l'homme au sein d'une société. À cet effet, la romaine nous fait comprendre que, et je cite, le droit est un corps de règles ordonnant la vie en société de façon à éviter l'anarchie entre les membres du corps social. Je répète pour vous qui êtes à la maison, le droit est un corps de règles ordonnant la vie en société de façon à éviter l'anarchie entre les membres du corps social. Il ressort là donc un caractère obligatoire du droit, en ce sens que le droit décline à la fois ce qui est permis et ce qui est défendu. Le droit décline la permission de faire un certain nombre de choses, mais le droit décline également l'interdiction de faire un certain nombre de choses. Alors pour finir, essayons de voir sur le plan social, là où on constate que le droit est donné comme un ensemble de privilèges dont jouissent les membres d'une société. Le droit est défini comme un ensemble d'avantages. Le fait que je sois Camerounais, ça fait en sorte que la constitution camerounaise m'a défini un certain nombre de privilèges, un certain nombre d'avantages. Et ici, cette notion de privilège est assortie de la notion de délimitation de droit. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie que mon droit s'arrête où commence celui de l'autre. Si j'ai le droit de faire ceci,
Autrui a le droit de faire cela. Je dois veiller à ce qu'il y ait une certaine harmonie entre la jouissance de mes droits et la jouissance des droits de l'autre. De là, nous arrivons à la typologie de droits. Quels sont les types de droits? Fondamentalement, nous distinguons deux grands types de droits. Le droit naturel et le droit positif. Commençons par le droit naturel, qui est encore considéré comme le droit idéal ou rationnel. Il s'agit du pouvoir fondé sur les dispositions naturelles de l'homme, dispositions matérielles ou physiques, les dispositions morales de la conscience ou de la raison. Ma raison, naturellement, me donne un certain nombre de privilèges. Et nous avons le droit positif. Le droit positif ici, c'est un ensemble de conventions généralement écrites. Et je précise généralement, je n'ai pas dit toujours. Ça veut dire que ce sont des conventions qui peuvent être écrites, mais de toutes les façons qui sont établies et qui organisent la vie des individus au sein d'une société donnée. Ça peut être le code pénal, ça peut être le code civil, ça peut être le code de procédure pénale, etc. Quelque chose d'important à noter ici, c'est que même si nous faisons la distinction entre le droit positif et le droit naturel, il reste que le droit positif est généralement une codification du droit naturel. Autrement dit, le droit positif repose sur le droit naturel qui lui sert de fondement. Et à cet effet, un juriste hollandais comme Hugo Grotius nous fait comprendre que la loi suprême de toute loi positive est qu'elle ne soit pas contraire à la loi naturelle. Alors, pour finir à ce niveau, donnons les caractéristiques du droit. Nous en avons distingué trois. D'un, l'exigibilité. De deux, la contextualisation. Et de trois, le rapport au devoir. Commençons par l'exigibilité. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie simplement que le droit, c'est ce qui est exigible. Le droit, c'est ce qui peut être revendiqué. Leibniz nous fait bien comprendre que la qualité, la caractéristique fondamentale du droit, c'est justement cette exigibilité, c'est-à-dire le fait d'être revendicable, le fait d'être exigible. Maintenant, pour ce qui est de la deuxième caractéristique, à savoir la contextualisation, il s'agit simplement de comprendre que le droit est limité dans l'espace et dans le temps. Autrement dit, ce qui est mon droit ici n'est pas forcément mon droit ailleurs. Et à cet effet, Blaise Pascal nous fait comprendre que le droit a ses époques. Chaque époque définit un droit. Chaque société définit un droit. Nous ne sommes pas sûrs que des privilèges que nous avons au Cameroun, si nous allons au Tchad ou en France ou aux États-Unis, nous aurons toujours les mêmes privilèges. Et enfin, le rapport au devoir. Il y a une proximité notoire entre le droit et le devoir, en ce sens que chaque droit énonce un devoir. Et ce qui est droit pour moi est un devoir pour autrui. Si j'ai le droit de, ça veut dire que autrui a le devoir de. Et on sait d'ailleurs qu'à cet effet, Auguste Comte pensait d'ailleurs que si dans la société, chacun faisait ses devoirs, on n'aurait même plus besoin de revendiquer quelque droit que ce soit. La revendication de droit n'aurait plus de sens. Proudhon ne dit pas autre chose lorsqu'il dit que le droit et le devoir sont des termes identiques. Venons-en au deuxième concept de notre leçon, définition de la justice. Et comme par habitude, nous commençons toujours par l'étymologie, qui nous fait comprendre que le mot justice vient du latin justitia, lui-même dérivé de jus, de juris, et qui décline en toutes circonstances une permission, un droit reconnu à un individu pour faire, ou à un groupe d'individus pour faire quelque chose selon son bon vouloir. Donc, la justice définit une permission expresse donnée à une tierce personne pour poser un certain nombre d'actes.
bien évidemment dans les strictes limites de la loi, de ce que la loi prescrit. Il apparaît donc ici que la justice est une reconnaissance et le respect des droits et du mérite de chacun. Sur dans le plan moral, on peut donc concevoir la justice comme une valeur en soi, un principe intérieur humainement ressenti qui amène l'individu à vouloir vivre l'humanité en partage avec les autres, dans la communion parfaite avec les autres. À cet effet, Aristote considère que la justice est la vertu des vertus. Donc, simplement dit, sur le plan moral, justice égale vertu, c'est-à-dire la disposition intérieure à faire le bien. Alors, sur le plan social et juridique, la justice se définit comme un instrument lié au pouvoir judiciaire, c'est-à-dire à l'ensemble des institutions et des personnes chargées de rendre justice. Nous voyons donc ici la justice sur le plan institutionnel. Il s'agit de ce qu'on appelle généralement le pouvoir judiciaire. Pour ce qui est des caractéristiques de la justice, nous en avons distingué 3. La conformité à la loi, c'est-à-dire le respect scrupuleux des lois. La conformité aux droits des autres, c'est-à-dire qu'il faut respecter la chose d'autrui. Et finalement, la conformité au bien. L'homme juste, c'est l'homme qui se conduit par vertu. Alors, c'est pourquoi Platon pense qu'il s'agit de concevoir la justice en soi, pas la justice par rapport à la loi ou par rapport au droit. C'est ce qu'il énonce à travers le mythe de l'anneau de Gygès, lorsqu'il nous fait comprendre que personne n'est juste volontairement. Bon, essayons maintenant d'établir le rapport entre le droit et la justice. Premièrement, nous disons que le droit et la justice ont la même étymologie, juste. Deuxièmement, nous montrons qu'il y a une certaine solidarité, un rapport de réciprocité entre le droit et la justice. La justice s'établit sur les bases des principes du droit. Alors, il y a pourtant à reconnaître que, même si on dit que rendre justice, c'est dire le droit, il y a pourtant à reconnaître qu'il y a des situations de disjonction entre le droit et la justice. C'est-à-dire que ce qui est souvent posé comme justice n'a rien à voir avec le respect ou l'effort de respect des droits. Et cela a justifié dans l'histoire la critique marxiste qui pense que la justice est généralement rendue au nom des riches, au nom des forts. Et on sait que dans les relations internationales, on parle souvent de la justice des vainqueurs. C'est-à-dire c'est celui qui a gagné qui dictait sa loi. Ça veut donc dire simplement qu'il y a souvent un écart notoire entre la légalité définie par le droit et la légitimité définie par la justice. Alors, que faut-il retenir? D'abord, que le droit doit se concevoir comme un ensemble de règles et de normes qui organisent une société. Ensuite, que la justice doit être vue, premièrement, comme une vertu morale, en ce sens qu'elle est voisine de la droiture logique, la justesse, qu'elle doit également être considérée comme une force institutionnelle et juridique qui réglemente la vie en société. Il ressort donc une corrélation, sinon une connaturalité. Rendre justice, c'est simplement dire le droit. Mais bien évidemment, il y a souvent des situations d'écart entre la légalité que pose le droit et la légitimité définie par la justice. Cela étant dit, je vais vous donner quelques citations qui peuvent vous être utiles dans vos réflexions. La première, elle est celle de Kant. Kant nous dit ceci: le droit, c'est l'ensemble des conditions qui permettent à la liberté de chacun de s'accorder avec la liberté de tous. Je répète pour vous qui êtes à la maison. Le droit, c'est l'ensemble des conditions qui permettent à la liberté de chacun de s'accorder avec la liberté
de tous. La deuxième citation, elle est celle de Pierre-Joseph Proudhon, qui nous dit que la justice, c'est le respect de la dignité humaine en quelque personne et dans quelques circonstances qu'elle se trouve compromise à quelque risque que nous expose sa défense. Je répète. La justice, c'est le respect de la dignité humaine en quelque personne et dans quelques circonstances qu'elle se trouve compromise à quelque risque que nous expose sa défense. Elle est de Proudhon. Alors maintenant, essayons de voir si le message du jour est passé. Nous allons maintenant vérifier votre compréhension de la leçon du jour à travers ces deux petites questions d'évaluation. La première, définit les mots droit et justice. Définit les mots droit et justice. La deuxième, quelle relation existe-t-il entre le droit et la justice? Quelle relation faut-il établir entre le droit et la justice? Vous avez quelques petits moments pour répondre, pour réfléchir et répondre. Ok, je vous écoute. Donc, vous nous dites qu'est-ce que le droit, qu'est-ce que la justice, et après, vous essayez d'établir un rapport entre les deux. Ok, oui. Ok, la première réponse nous fait comprendre que le droit est un ensemble de principes, un ensemble de règles qui organisent la vie des hommes en société. Très bien. Ça veut dire que vous avez très bien compris. Vous avez bien maîtrisé le concept de droit. Alors maintenant, la justice. Oui, votre camarade nous fait comprendre que la justice, c'est cette force qui peut être morale ou institutionnelle, qui est chargée de réglementer la vie en société. C'est un pouvoir de régulation de l'ordre social. Très bien. Alors maintenant, à partir de ces deux définitions, essayez de voir quelle relation est-ce qu'on peut établir entre le droit et la justice. Bon, bien évidemment, votre camarade du fond nous fait comprendre qu'on a dit dans le cours que rendre justice, c'est dire le droit. Il y a donc une relation de réciprocité, il y a donc une relation de solidarité entre les concepts de droit et de justice. Autrement dit, il n'y a pas de droit sans justice et il n'y a pas de justice sans droit. Nous voici donc, chers élèves, à la fin de notre leçon du jour. J'espère que vous avez bien compris. J'espère que vous l'avez bien assimilé. La prochaine leçon sera consacrée au fondement du droit. Au revoir et à la prochaine.